Après avoir tout perdu, il s'entraîne pour devenir le guerrier le plus puissant et se venger. La cité labyrinthe attire des gens de toutes les régions du pays qui rêvent de devenir aventuriers. Des individus de diverses espèces et origines y viennent pour s'endurcir, chasser des monstres et gagner gloire et fortune. Nick est un de ces aventuriers qui semble tout avoir. C'est un excellent épéiste, il a une petite amie merveilleuse et il est membre d'un groupe réputé. Tout allait pour le mieux pour lui jusqu'au jour où le chef du groupe, Argus, qui était aussi son père adoptif et son mentor, l'a convoqué. Argus a dit à Nick qu'il ne voulait plus de lui dans leur groupe, car il n'avait pas l'état d'esprit d'un aventurier. Il l'a accusé d'être trop suffisant et moralisateur, parce qu'il avait tenté d'expulser un membre du groupe qui volait de l'argent dans leur caisse. Cela a pris Nick totalement au dépourvu, mais ses malheurs n'étaient pas encore terminés. Plus tard ce jour-là, il rencontre sa petite amie Claudine dans une taverne et lui annonce qu'il a été renvoyé de son groupe. Il s'attendait à ce qu'elle soit compatissante face à sa situation, mais il s'est avéré que Claudine était une croqueuse de diamants. Elle traite Nick de bon à rien, de minable, car il a perdu son emploi et le largue sans la moindre hésitation. Dévasté après avoir eu le cœur brisé 2 fois le même jour, il s'assied sur une fontaine, incapable de remarquer qu'il est trempé par la pluie. Soudain, une fille aux cheveux bleus s'approche de lui et il tente de la chasser, mais elle lui donne simplement un billet pour son spectacle. Elle lui révèle qu'elle a une idole montante nommée Agathe et demande à Nick de venir à son spectacle s'il n'a rien de mieux à faire. Elle lui laisse le billet et son parapluie, puis s'enfuit, l'appelant Monsieur Chien Errant et lui demandant de venir absolument. Nick décide d'aller voir son spectacle. Après tout, pourquoi pas. Mais dès qu'il voit Agathe se produire, il est totalement conquis. Il devient un otaku d'idole et dépense tout son argent en produits dérivés d'Agathe. Le lendemain, il se rend à la guilde des aventuriers car il a besoin de plus d'argent pour ses achats. Il tente de trouver un groupe qui l'accepterait, mais tous les groupes sont déjà au complet. Nick aperçoit alors un homme blond, seul dans un coin, et décide de lui parler. Cependant, le doute s'installe en lui alors qu'il se souvient comment il a été renvoyé du dernier groupe, il gâche donc l'occasion, et quelqu'un d'autre recrute le blond. Après avoir échoué à parler à qui que ce soit de toute la journée, Nick se dirige vers une taverne pour boire un verre tôt et oublier ses échecs. Il s'assied seul à une table, buvant de la bière bon marché et mangeant de la nourriture insipide, tandis que les groupes autour de lui scandent des slogans sur le pouvoir de l'amitié qui le dégoûtent en plus que son plat fade. Soudain, un groupe de personnes libres arrive à la taverne, et ils doivent partager la table de Nick car aucune autre n'est libre. Ils s'assoient un par un, et Nick peut dire qu'ils ne sont pas venus ensemble. La première est une fille riche portant des vêtements élégants et une baguette avec une grosse pierre magique. Nick réalise qu'elle est issue d'une famille noble, mais se demande pourquoi une personne comme elle est ici. Le deuxième homme ressemble à un prêtre d'après son uniforme, mais il est déjà ivre et sent le parfum bon marché pour femme, ce qui fait comprendre à Nick qu'il vient tout juste du quartier chaud. De plus, il n'a pas non plus la médaille d'un clerc, ce qui signifie qu'il a été renvoyé de l'église. La dernière personne est une fille dragon qui a des cicatrices sur tout le corps, et Nick réalise qu'elle a vu sa juste part de bataille, mais au fond, elle semble être un animal effrayé et blessé. Finalement, l'alcool arrive, et Nick veut porter un toast à tout ce qu'il a perdu aujourd'hui et aux 3 perdants qui partagent sa table. Alors, après avoir bu la bière, il claque la chope sur la table, criant qu'ils ne peuvent pas faire confiance aux humains. Il n'était pas seul. Et tous les autres ont également crié la même chose au même moment. Ils se regardent et réalisent qu'ils sont tous similaires d'une manière ou d'une autre, alors ils finissent par partager leurs histoires. La fille riche nommée Tiana commence. Elle raconte comment elle était autrefois la meilleure élève de l'école de magie la plus prestigieuse du pays. Tout le monde la louait pour ses capacités et son humilité. Un jour, elle est allée à la cafétéria et a trouvé son fiancé assis là avec une autre femme. Tiana ne se doutait de rien au début, alors elle a commencé avec enthousiasme à lui raconter sa journée et comment les professeurs l'avaient félicité pour sa nouvelle magie. Cependant, le fiancé s'est avéré être un misogyne, une ordure avec un ego très petit et fragile. Il se sentait éclipsé par les réussites de Tiana et a commencé à lui crier dessus, la traitant de trop suffisante. La fille avec lui a également accusé Tiana de rabaisser les autres élèves qui n'étaient pas nobles comme elle. Elle a même dit que Tiana avait séduit ses professeurs pour obtenir de meilleures notes, et ses fans ont cru tout cela. Il n'a même pas donné à Tiana la chance de s'expliquer et a rompu avec elle. Suite à cela, Tiana, le cœur brisé, a quitté l'école et a obtenu la permission de son père de quitter la maison et de vivre seule. Elle est venue à la cité labyrinthe pour trouver un emploi, mais personne ne l'a embauchée. Cependant, alors qu'elle soupirait sur sa malchance en chemin, elle a trouvé une publicité pour une société de jeux de hasard. Tiana a acheté le billet et a fini par gagner le premier pari de sa vie. Elle est vite devenue une joueuse invétérée et a tout perdu. Et bientôt, elle n'avait même plus d'argent pour payer le loyer. Alors elle a décidé de tenter sa chance dans l'aventure et est partie à la recherche d'un groupe le lendemain. Cependant, chaque fois que quelqu'un essayait de la recruter, elle finissait par les faire fuir à cause de son air renfrogné. Cela l'a amenée à la taverne pour noyer son chagrin. Ensuite, le prêtre se présente comme Zem, qui était autrefois un guérisseur respecté dans sa petite ville. Une fille de la ville l'aidait souvent en collectant beaucoup d'herbes médicinales pour lui. Zem la remerciait et lui donnait un bon argent de poche pour son travail.
Une nuit, la fille arriva discrètement à sa clinique avec des herbes. Zem tenta de lui donner une pièce, mais elle lui saisit la main à la place, lui demandant de l'aimer comme une femme. Or, Zem était un homme de principe. Il dit à la fille qu'il n'avait pas le droit de fréquenter qui que ce soit parce qu'il était prêtre, au lieu de lui dire qu'elle était trop jeune pour sortir avec quelqu'un. La fille fut profondément blessée par ces paroles. Alors elle s'enfuit, pleurant et le maudissant. Le lendemain, alors que Zem soignait ses patients, un groupe de prêtres entra dans sa clinique et l'en fit sortir. Zem vit la jeune aide derrière eux, l'air plutôt triste et blessé. Il tenta immédiatement de l'atteindre et lui demanda ce qui lui était arrivé. Mais il découvrit vite que la fille l'accusait de l'avoir harcelé, simplement parce qu'il n'avait pas accepté sa proposition. Elle se mit à pleurer, jetant les pièces qu'elle avait reçues de Zem, disant qu'il les lui avait données comme argent du silence. Eh bien, sans même avoir eu la chance de s'expliquer, Zem fut enfermé dans une prison minable pendant 3 mois. Quand il fut sorti de prison, il fut exhibé devant la foule en colère, avant d'être banni de sa ville natale pour toujours. Zem arriva bientôt dans une auberge délabrée d'une ville voisine, où la belle dame à la peau mate le connaissait déjà. Elle le salua avec un sourire, et Zem remarqua qu'elle souffrait d'un grave mal de dos, alors il proposa de la soigner. Il la soigna toute la nuit au lit, apparemment, et le matin, la dame se sentit bien mieux. Elle dit à Zem qu'elle croyait qu'il était une bonne personne. Elle lui dit d'aller à la cité labyrinthe et de devenir un aventurier pour vivre sa vie librement, sans aucune culpabilité. Non seulement cela, elle lui donna un sac contenant des vêtements de Claire, un bâton et un livre de magie. Zem dit qu'il ne pouvait pas les prendre, mais la femme l'exhorta à les garder car ils avaient autrefois appartenu à une de ses amies, à l'époque où elle était aventurière. Après cela, Zem prit goût aux femmes mûres, et il était en ville pour s'amuser avec elles tout en travaillant comme aventurier. La fille dragon est la dernière, et alors que Nick lui demande de partager son histoire aussi, elle est surprise. Elle dit que quelque chose de précieux lui a été volé par quelqu'un de proche, et tout le monde est gêné car ils pensent qu'elle parle de sa virginité. Eh bien, il s'avère que la fille dragon, Curran, est trop ivre pour s'expliquer correctement. Ils boivent encore un peu, et le lendemain matin, Nick se réveille pour se retrouver dans un endroit étrange avec ses compagnons de beuverie de la veille. Tiana dit à tout le monde que c'est sa chambre et leur dit de partir. Tout le monde sort, mais Nick leur demande soudainement de s'arrêter. Il leur demande s'ils pensent que se séparer ici est le bon choix pour eux. Il dit que s'ils restent ensemble, ils peuvent gagner assez d'argent pour vivre confortablement. Il souligne qu'ils sont tous des parias qui n'ont leur place nulle part, alors ils devraient simplement créer un groupe entre eux. Ils adhèrent tous immédiatement au plan et se rendent à la guilde des aventuriers pour s'enregistrer. La vieille réceptionniste les regarde et remarque que Nick est le principal attaquant d'un groupe bien connu et que Curran est la seule personne de l'histoire à être revenue vivante du donjon de niveau marin par elle-même. Elle leur demande quel sera leur nom et Nick répond qu'ils seront connus comme les survivants. Cette nuit-là, ils s'assoient tous pendant que Nick leur dit qu'ils ont tous été trahis auparavant, alors il aimerait établir quelques règles pour s'assurer que cela ne se reproduise plus. La première règle est que personne n'interfère dans la vie des autres et doit s'occuper de ses propres affaires. Deuxièmement, ils surveilleront l'argent de manière égale, s'assurant qu'il n'est pas confié à une seule personne. Troisièmement, et le plus important de tout, quoi qu'il arrive, ils survivront chaque jour. Le lendemain matin, ils commencent par explorer les donjons de niveau G, qui sont très faciles, mais ils doivent vaincre le boss pour être promus au niveau suivant. Comme Zem et Tiana n'ont jamais été dans une vraie bataille, Nick leur apprend les ficelles pour affronter les monstres. Il leur montre un monstre de slime et leur explique comment le tuer et en extraire son noyau qu'ils peuvent vendre au marché. Tout semble bien se passer alors qu'ils continuent de discuter et de rire ensemble lorsqu'ils atteignent enfin l'étage suivant où tout le monde est en train d'extraire ses noyaux. Tiana leur dit que c'est très facile et que même elle peut combattre des adversaires plus forts car elle a vaincu des gobelins et même un orc. Juste à ce moment-là, elle glisse sur un slime tandis qu'un autre s'accroche à son visage. Elle les élimine pendant que Nick rit, lui disant d'être plus prudente. Tiana, cependant, réagit de manière excessive et par irritation essaie de tirer sur le slime avec son attaque de magie de glace, mais finit par faire un peu de tir-ami. Heureusement, Curran est une aventurière expérimentée et bloque sa magie avec son épée. Mais l'ambiance change alors que Tiana essaie de s'excuser. Mais Curran s'emporte, lui disant qu'elle a essayé de lui faire confiance. Mais voilà ce qu'elle fait dès le premier jour. Ils restent en désaccord l'un avec l'autre pour le reste du temps, et finalement ils parviennent à atteindre l'étage supérieur. En marchant, Zem commente l'énorme slime rose devant eux, et Nick répond que c'est le boss des slimes qu'ils doivent vaincre. Sans la moindre hésitation, Tiana, la géante idiote, se précipite vers le boss et utilise une puissante magie de glace sur lui. La stalactite de glace gèle le slime, mais juste au moment où elle pensait avoir gagné, le slime explose, les submergeant de sa substance visqueuse. Ils sortent tous du donjon, ayant atteint leur objectif, mais maintenant, ils doivent se débarrasser de la substance collante. En se lavant, Nick dit à Tiana qu'elle doit se calmer et demander conseil quand elle ne sait rien de quelque chose. Il dit aussi à Zem de rester en arrière car il n'a aucune capacité offensive. Il réalise qu'aucun d'entre eux ne se fait confiance, même un tant soit peu, alors il commence un exercice avec eux. Il se déshabille jusqu'à son pantalon et dépose tout devant eux avant d'expliquer qu'il est un épéiste doué au combat, au corps à corps et avec les petites armes, mais qu'il ne peut pas utiliser la magie, ne peut soigner personne et ne peut même pas utiliser d'armes lourdes comme Curran.
Il explique que les gens ont peur s'ils ne savent pas ce que l'autre personne peut faire, mais maintenant, ils connaissent ses limites exactes, ce qui, espérons-le, les amènera à lui faire davantage confiance. Lentement, le prêtre finit par expliquer ses pouvoirs et ses faiblesses, leur disant qu'il est bon pour soigner les gens, mais qu'il n'a absolument aucune capacité offensive et peut être facilement vaincu par n'importe quelle capacité magique ou physique. Tiana passe ensuite, et pour montrer à quel point elle est désolée, elle finit par aller devant Curran et lui dit qu'elle est douée en magie de glace et de vent, mais qu'elle peut aussi faire de la magie de foudre et de terre, tandis que sa plus grande faiblesse est la magie de feu et le combat rapproché. Elle retourne ensuite s'asseoir, frissonnant, après s'être sentie rejetée par Curran, mais elle finit par lancer une boule de feu près d'elle pour allumer un petit feu qui peut la réchauffer. Ils se réconcilient finalement et se rendent dans la forêt des gobelins, où ils sont attaqués par un groupe de gobelins. Nick explique que ces gobelins ne sont pas très forts, mais qu'ils attaquent nid en groupe et peuvent lui poser des pièges si les aventuriers ne sont pas prudents. L'un des gobelins essaie de frapper Zem, qui parvient à bloquer l'attaque avant que Nick ne tue le gobelin d'un coup rapide. Il avance ensuite et découpe un groupe de gobelins en petits morceaux avant que Zem ne soit de nouveau sauvé par Tiana d'une attaque. Ils défont la première vague avec succès, tandis que Nick demande à Tiana de trouver où se cachent les autres gobelins, car elle a la capacité de détecter la magie. Elle leur dit qu'il y a environ 10 gobelins de plus devant, avant de devenir un peu confuse en leur disant qu'elle a senti la présence d'un gobelin qui semble différent, car il a 5 fois la magie de n'importe quel gobelin ordinaire. Nick devient immédiatement alerte et leur dit que ce doit être une forme évoluée de gobelin, connue sous le nom de hobgoblin. Il leur dit que les hobgoblins peuvent être extrêmement puissants et se trouvent généralement dans les étapes ultérieures. Zem demande s'ils devraient battre en retraite, mais Nick répond qu'ils ne peuvent pas reculer, sinon les gobelins commenceront à attaquer les villages voisins. Il élabore un plan, leur disant que les hobgoblins sont fondamentalement immunisés contre la magie, donc leur meilleure option est les attaques physiques lourdes, que seul Curran peut porter. Il dit à Zem que lui et Curran vont passer à l'offensive, tandis que son travail est de continuer à les renforcer et Tiana fournira un tir de couverture. Ils sont tous d'accord avec le plan et la bataille commence. Curran et Nick se mettent à courir vers les gobelins, tandis que Tiana utilise sa capacité d'éclat de glace pour en tuer un groupe, et Zem continue de les renforcer. Le hobgoblin fait apparaître d'autres gobelins cachés, tandis que Nick se débarrasse rapidement de ceux qui sont devant lui. Curran fait confiance à Tiana et continue de courir en avant, tandis que Tiana utilise ses éclats de glace pour tuer les gobelins devant elle. Curran fonce droit sur le hobgoblin et lui assène un énorme coup d'épée enflammé, le tuant immédiatement, tandis que Nick achève les autres. Ils se félicitent mutuellement, puis Nick explique qu'ils doivent extraire les cornes des gobelins, car elles doivent être vendues au marché. Curran finit par s'ouvrir à eux et révèle enfin son histoire. Elle leur dit que les gens dragons sont toujours censés travailler aux côtés d'un héros qu'ils soutiennent de leur vie. Un homme nommé Kalios était cette personne pour elle, qu'elle avait rencontrée récemment. Il était toujours très gentil avec elle, et en retour, elle était toujours prête à risquer sa vie pour lui. Un jour, il lui dit qu'il devait entrer dans un donjon de rang C pour s'occuper de certaines choses, et évidemment, elle accepta rapidement. Avant d'entrer dans les donjons, cependant, elle finit par mettre toutes ses affaires importantes, y compris un pendentif héritage que son père lui avait donné, dans un sac pour les garder en sécurité. Mais Kalios arrive au dernier moment et lui dit qu'ils ne peuvent pas vraiment transporter autant de charges, alors elle devrait simplement laisser le sac derrière elle. Elle lui a évidemment fait confiance et a fini par aller avec ses 2 acolytes profondément à l'intérieur du donjon. Elle tue un groupe de monstres insectes, tandis que les autres récoltent simplement la récompense. Plus tard, Kalios lui dit qu'ils doivent maintenant combattre le boss final, qui est un serpent géant à l'intérieur d'un pot. Il explique que si le serpent les voit, il se cachera à l'intérieur du pot, où ils ne peuvent pas le frapper avec des attaques magiques, donc Curran doit attaquer le pot lui-même pour qu'il sorte l'attaquer, et ensuite, ils en finiront. Curran accepte et se précipite immédiatement vers le pot, le déplaçant, ce qui fait émerger le monstre serpent du pot, et il commence à l'attaquer. L'un des mages utilise une attaque de feu sur le serpent, après quoi le serpent commence à se charger pour une attaque magique de son cru. Curran demande à Kalios ce qui se passe, mais il lui dit de continuer à l'attaquer et de ne pas s'en soucier. Elle le croit encore une fois et maintient le serpent engagé en attendant que Kalios l'aide. À la fin, le serpent finit par la capturer et utilise son souffle toxique sur elle, la blessant alors qu'elle tombe au sol, à peine consciente. Elle remarque Kalios s'approcher d'un serpent épuisé alors qu'il le tue avec son épée, et dit à Curran que le serpent est extrêmement épuisé après avoir utilisé cette attaque de poison mortel et qu'il n'avait besoin d'elle que pour cela. Il se moque d'elle, la laissant mourir alors qu'ils sortent du donjon avec toutes les récompenses. Elle a réussi d'une manière ou d'une autre à s'échapper du donjon et à ramper jusqu'à la taverne où il logeait avant de s'effondrer devant la porte principale. Tout le monde autour d'elle l'a entourée et a commencé à lui poser des questions car Kalios leur avait dit que Curran était morte dans le donjon. Elle leur a demandé où il était, mais le propriétaire de la taverne a répondu qu'il avait quitté la ville il y a un moment. Curran se précipite immédiatement dans sa chambre, où sa pire crainte s'est réalisée en découvrant que son sac, qui contenait le pendentif héritage, le joyau du roi dragon, avait disparu. Elle sort, complètement dévastée, cherchant le moindre signe de Kalios, mais n'en trouve aucun.
Un jour, elle a repéré un aventurier solo et gourmet très célèbre nommé Fifs. Curran a commencé à le suivre partout, est allé dans tous les restaurants où il allait et a commencé à combler le vide dans son cœur créé par Kalios avec de la bonne nourriture apprenant de Fifs. Après un certain temps, cependant, son argent a manqué et elle s'est fixée comme objectif principal de gagner de l'argent et de manger plus de plats délicieux, et c'est là qu'elle a rencontré son groupe. Le lendemain, Nick passe du temps avec Curran au marché, il mange des collations avec elle et lui parle de la vie en général, ce qui renforce encore leur confiance. Ce soir-là, ils retournent à la taverne, où beaucoup plus de gens semblent les reconnaître. L'assistante réceptionniste les appelle à l'étage, où la vieille réceptionniste les attend avec un travail spécial que seuls eux peuvent faire. Elle explique qu'il existe une installation spéciale, créée par une ancienne civilisation, qui a fabriqué une épée en utilisant une technologie aujourd'hui perdue. Leur travail est de récupérer cette épée, pour laquelle ils seraient très généreusement payés. Nick prend tous les détails, et le lendemain, ils entrent dans l'installation, tuant les monstres et avançant. L'installation semble être très avancée technologiquement pour l'époque, car elle dispose de caméras, de lumières automatiques et de tout le reste. Ils atteignent une zone où une lampe verte est allumée, mais quand Nick essaie de vérifier, le mur cède et s'ouvre sur une pièce géante et sombre. Ils s'aventurent tous à l'intérieur de la pièce, où les lumières s'allument et une voix commence à leur parler, les félicitant pour leur parcours jusqu'à présent. Ils réalisent en tout que les voix proviennent d'une épée brisée au milieu de la pièce, mais comprennent vite que c'est censé être l'épée légendaire qu'ils ont été envoyés récupérer. Ils y réfléchissent un instant avant de saisir l'épée, qui résiste, leur demandant de ne pas la vendre, car elle a déjà été enfermée ici assez longtemps et veut voir de l'action. Soudain, une énorme explosion retentit, et l'épée leur ordonne d'aller chercher le gardien de Radius. Le golem s'est réveillé à cause de cela. À travers la poussière, une créature géante, informe, émerge et commence à marcher vers eux avec un rugissement puissant. Rapide à la détente, Tiana lance aussitôt une volée de stalactites sur le monstre, mais il les absorbe, tandis que Curran se précipite sur lui et le lacère en morceaux. L'épée lui crie de reculer, mais Curran n'écoute pas, et le monstre finit par lui renvoyer les stalactites. Une des stalactites la frappe à l'estomac, tandis que l'autre la touche à la tête, la faisant tomber. Zem commence aussitôt à la soigner, et Nick décide de passer à l'attaque, réalisant que la situation pourrait très vite dégénérer. Il tente de lui couper les jambes, mais le golem se régénère aussitôt et se met à l'attaquer. Nick crie aux autres de vite relever Curran et de courir vers la porte pour qu'il puisse s'échapper. Il continue d'esquiver les attaques tandis que l'épée attachée à son dos lui hurle qu'aucune attaque à distance ni arme tranchante ne peut blesser le monstre et qu'il devrait l'utiliser car c'est le seul moyen de tuer le golem. Nick décide de suivre les instructions et saisit l'épée, car l'arme sans lame émet aussitôt une lumière vive et devient plus ou moins un accumulateur d'énergie. Le reste du groupe tente de forcer la porte, mais Tangana rapporte qu'elle est indestructible et qu'ils ne peuvent rien y faire. Le golem attaque Nick de nouveau, mais cette fois il esquive l'assaut et lacère le golem, lui coupant un bras. Étonnamment, cependant, la partie coupée du golem prend vie et s'empare de Nick, tandis que le golem le projette à travers les étagères et dans un trou au sol. Tiana utilise aussitôt un sort de congélation sur le golem et hurle à Curran de retrouver Nick et de s'assurer qu'il est en sécurité. Heureusement, son sort semble fonctionner, car le golem est figé sur place, tandis que Curran le dépasse et s'engouffre dans le trou. Étonnamment, cependant, le golem parvient à se libérer de la glace et commence à marcher vers eux. Zem renforce aussitôt Tiana, tandis qu'elle utilise de nouveau le sort de gel, tentant de gagner du temps pour que Curran et Nick puissent s'échapper. Curran pénètre dans la fosse et trouve Nick enseveli sous les décombres, et elle commence aussitôt à les dégager. Nick lui dit de le laisser et de s'enfuir, mais elle refuse et lui dit de se taire car soit ils sortent tous d'ici ensemble, soit aucun d'eux ne le fait. Sur ce, elle retire la dernière pierre de Nick et l'aide à se relever, sa confiance en elle devenant encore plus profonde. Soudain, l'épée dit à Nick de prononcer un sort particulier. Pendant ce temps, Zem et Tiana sont à bout de souffle, n'ayant plus de pouvoir magique, tandis que le golem continue d'avancer pour les achever. Juste au moment où tout semblait perdu, cependant, Nick émergea du trou et pulvérisa le golem en petits morceaux. Tiana et Zem sont choqués de voir que Nick a fusionné avec Curran et ne fait qu'un, doté d'un magnifique ensemble de boucliers et d'ailes. Ceci était grâce au pouvoir de l'épée ancienne, qui est en fait l'épée des liens. Le cœur du golem semble toujours actif, car il se régénère une fois de plus, mais Nick est extrêmement puissant dans son état fusionné et utilise son épée pour détruire complètement le golem, laissant son cœur tomber au sol. Soudain, Curran et Nick se séparent et s'allongent sur le sol, respirant difficilement, l'épée à la main. Ils peuvent enfin retourner à la guilde, où ils finissent par donner une réplique de l'épée à la vieille réceptionniste, car l'épée s'est transformée en un petit garçon aux cheveux blancs nommé Kizuna, et il les a suppliés de ne pas le vendre à un autre antiquaire. Heureusement, tout finit par s'arranger, et ils retournent chez Tiana, où ils distribuent sur l'argent équitablement, avant de prendre des chemins différents pour passer leur temps libre. Plus tard, Nick et le groupe se réunissent dans une taverne, où Nick leur montre la somme d'argent qu'il leur reste après qu'ils aient tous dépensé leur argent.
Il s'avère qu'ils n'ont presque plus d'argent, même pour acheter des collations, ce qui attriste tout le monde, mais Nick leur redonne espoir en leur faisant un discours motivant et en les ralliant à l'idée d'aller au prochain donjon. Ils entrent dans un donjon et trouvent un lac glacé, dans lequel un tas de créatures sont figées. Ils aperçoivent aussi un ogre géant assis sur la glace, et ils se faufilent tous vers une hauteur, gardant leur voix basse et se préparant à une embuscade. Kurena finit par s'approcher encore plus du monstre, traitant cela comme une sorte de jeu, ce qui excite Kazuma, qui veut faire ses preuves, alors il court simplement vers l'ogre, lui criant dessus, ce qui détruit en quelque sorte l'embuscade. Il sort son épée, tandis que le monstre lève sa massue glacée, frappant Kazuma, mais heureusement, il parvient à bloquer le coup grâce à son épée. Cela surprend tout le monde car l'ogre semble être plutôt fort, et il ne s'attendait pas à ce que Kazuna bloque simplement l'attaque avec sa maigre épée. L'ogre recule et lui lance un souffle de glace, mais Kazuna le repousse simplement comme s'il jouait au tennis. Il se précipite aussitôt sur le monstre et tente de le frapper avec son épée, mais l'ogre le bloque avec sa massue. Kizuna sourit simplement et utilise une autre capacité incroyable qui le transforme en son propre clone, et il encercle l'ogre, le lacérant des deux côtés et le tuant immédiatement. Ils l'entourent tous tandis que Nick commente qu'il se sent un peu fatigué, même s'il n'a rien fait. Kazuna répond que c'est parce qu'il a utilisé l'endurance et le mana de Nick pour exécuter ses compétences, car ils sont liés. Ils sortent du donjon, et tandis que Tiana et Zem veulent se reposer, Kuran, Kazuna et Nick ont faim, alors ils commencent à marcher vers un établissement de restauration voisin. Dès que Nick aperçoit le restaurant qu'ils allaient visiter, son cœur se serre en réalisant que c'est le même endroit où lui et son ex-petite amie venaient souvent. De plus, c'est aussi là qu'elle l'avait largué. Il essaie de parler aux autres pour qu'ils aillent manger ailleurs, mais ils sont déjà entrés, et il est contraint de suivre. Après être entrés, ils commencent leur repas, mais Nick semble avoir le moral à zéro. Soudain, il entend une voix familière et se retourne pour voir son ex-petite amie Claudine avec un autre jeune homme, assis à la même place, où elle s'asseyait avec lui. Il remarque que le jeune homme semble lui offrir un cadeau d'anniversaire, tandis qu'elle lui dit qu'elle a besoin d'argent pour retourner dans sa ville natale, car sa mère est assez malade. Le pauvre, naïf jeune homme lui dit aussitôt qu'elle n'a pas à s'inquiéter car il trouvera une solution. Nick en a assez, et il se dirige vers leur table et s'assied à côté du jeune homme, à l'horreur de Claudine. Le pauvre gars semble très confus, tandis que Nick lui demande combien de fois son anniversaire tombe dans l'année, car il y a quelques mois, elle venait de fêter son anniversaire avec lui, où il lui avait offert un cadeau. Le jeune homme semble extrêmement confus, tandis que Claudine se tourne vers lui et lui dit de dégager. Nick la provoque davantage en disant qu'il pensait que sa mère était déjà morte, car elle avait eu besoin d'argent pour ses funérailles il y a quelques mois. Cela l'aggrave, et elle se lève de sa chaise et jette le cadeau sur Nick avant de s'enfuir. Le jeune homme le regarde tristement, tandis que Nick lui dit de ne pas s'inquiéter, car il a échappé à une balle. Le lendemain matin, Nick et son groupe sont assis dans une taverne pour le petit déjeuner, quand soudain, un grand homme tigre renverse une boisson sur Nick. Nick reste impassible, en découvrant que son ex-petite amie et l'homme tigre sont venus ici pour se venger. L'homme tigre nommé Léon dit qu'il a entendu dire que Nick ennuyait Claudine. Nick sourit simplement et lui dit qu'il ne parle plus aux croqueuses de diamants. En réponse, Léon lui dit de régler l'affaire dehors, et les deux hommes sortent seuls. Ils entrent dans une ruelle sombre où Nick se prépare à se battre, mais Léon commence aussitôt à s'excuser et lui dit qu'il en a assez de Claudine, et qu'il pense la laisser tomber car il l'a suffisamment utilisée pour gagner de l'argent. Il s'avère que Claudine est membre du groupe de Léon et qu'elle travaillait avec eux pour escroquer les gens. Léon pense que Nick escroque aussi le groupe avec lequel il travaille actuellement et lui demande de rejoindre leur gang après qu'il ait fini de voler tout leur argent. Cela met Nick en colère, qui lui assène simplement un uppercut massif en voyant Léon voler. Le félin se relève aussitôt et comme un lâche total, sort sa massue avant d'essayer d'attaquer Nick. Nick, cependant, esquive simplement son attaque avant de contre-attaquer et de le plaquer au sol dans une clé de bras. Soudain, il est projeté par une attaque magique dans son dos. Il se retourne pour apercevoir un magicien qui semble faire partie de l'équipe de Léon. Avant qu'ils ne puissent attaquer Nick ensemble, Kern arrive et utilise sa queue pour pendre le magicien Intello, la tête en bas, tandis que Nick s'éloigne simplement. Léon tente d'attaquer, mais est contraint de s'arrêter en voyant la vieille dame de la guilde qui lui dit de dégager immédiatement avant qu'elle n'appelle les gardes. Léon, cependant, lui dit qu'il défie officiellement Nick en duel, à la surprise générale. Ils entrent tous et Léon révèle qu'ils vont avoir un duel mathématique dans lequel Nick et lui s'affronteront sur le ring tandis qu'une personne de chaque équipe résoudra des problèmes. Celui qui résoudra les questions plus vite et obtiendra les bonnes réponses donnera à son coéquipier un coup gratuit sur l'autre personne. Ce genre de duel est assez nouveau pour tout le monde, à part Nick. La vieille dame sort un sac dans lequel sont écrits des papiers avec les noms de chaque membre de chaque équipe, afin que les personnes qui résoudront les problèmes de mathématiques puissent être choisies. De l'équipe de Léon, Claudine est choisie, tandis que malheureusement de l'équipe de Nick, Kern est choisie, qui ne connaît même pas les mathématiques de base car elle n'a jamais eu à les utiliser. Kern est sidérée et extrêmement nerveuse, incapable même de dire quoi que ce soit car elle sait qu'elle ne peut pas faire de maths.
Plus tard, Zem lui donne un examen blanc pour voir son niveau, et il s'avère que même les questions de mathématiques les plus élémentaires sont hors de sa portée, car elle n'est capable d'en faire correctement que 20%. Le lendemain, Curran a commencé à étudier avec l'aide de tous, tandis que Nick a envoyé Zem boire et recueillir des informations sur le gang du tigre. Finalement, la veille de la bataille finale, ils se réunissent tous chez lui, un endroit plutôt désordonné. Quoi qu'il en soit, Zhang rapporte que le gang du tigre triche à chaque fois en utilisant des cristaux magiques qui leur permettent de communiquer télépathiquement. Cela signifie qu'ils peuvent facilement utiliser le troisième membre comme la personne qui effectue tous les calculs réels et donne toutes les réponses à leurs coéquipiers. Curran est plus que triste, car elle est déjà nulle en mathématiques, et maintenant que l'autre équipe triche, elle a l'impression qu'il n'y a aucune chance qu'ils puissent gagner. Nick cependant a un plan, qu'il partage avec les autres membres du groupe qui se sentent un peu plus revigorés, car ils ont maintenant un moyen efficace de capturer le coupable. Le lendemain, Nick et Léon se tiennent sur le ring, tandis que Curran et Claudine sont assises l'une en face de l'autre, prêtes à résoudre les questions qui leur sont posées. La bataille commence alors que la vieille dame leur distribue les questions, tandis que Nick et Léon commencent à tâter le terrain, en se lançant de légers coups qui se connectent à peine. Curran regarde les questions et réalise qu'elle a déjà tenté ces questions, et elle commence joyeusement à les résoudre, tandis que la garce commence à lui dire qu'il n'y a aucune chance qu'elle puisse faire quoi que ce soit contre elle. Heureusement, Curran parvient à résoudre les questions avant Claudine au premier tour, mais il s'avère qu'elle n'a eu que 80 bonnes réponses, tandis que Claudine en a eu 98. Curran perd donc ce tour, et Liam obtient un coup gratuit sur Nick. Il le frappe directement à l'estomac, lui coupant le souffle. Curran s'inquiète beaucoup, car elle croit être la raison pour laquelle Nick est frappé. Le tour suivant commence, et la feuille de questions leur est remise, et le match débute alors que Nick essaie de pousser Léon pour l'épuiser, mais le tigre est intelligent, et continue simplement de reculer et d'esquiver. Le tour se termine une fois de plus avec la défaite de Curran face à Claudine, ce qui entraîne un autre coup de poing massif au visage de Nick. Curran est terriblement effrayé et s'excuse auprès de Nick tandis qu'il commence à saigner et lui dit qu'il croit en elle et est totalement sûr qu'elle les fera gagner le prochain tour. Cela donne à Kernan le coup de pouce nécessaire alors qu'elle recommence à essayer de résoudre des problèmes de maths. Cheyenne commence rapidement à scanner toute la foule, essayant de trouver qui aidera le tricheur, seulement pour réaliser que personne n'utilise de cristal magique pour l'instant. Cela lui fait réaliser que l'autre équipe pense pouvoir facilement vaincre Curran sans tricher, et c'est pourquoi il n'essaye pas. Si cela se produit, cela ruinera le plan de Nick, alors il commence à exécuter la deuxième partie du plan, pendant que Nick essaie de gagner du temps. Tiana attire l'attention sur elle et dit à tout le monde que les matchs prennent trop de temps à se terminer, et qu'ils devraient résoudre tous les problèmes en même temps, afin que le match se termine en un seul tour, et que le perdant puisse prendre tous les coups de pénalité d'un coup. Cela surprend tout le monde, mais le public, qui s'ennuie du rythme, accepte avec enthousiasme et toutes les questions sont données aux deux joueurs en même temps. Tiana sait que c'est un pari risqué, car Curran ne sait pas du tout comment résoudre ces questions. Cependant, elle connaît les questions et commence à remplir la feuille, ce qui effraie Claudine. Même si elle sait qu'elle pourrait faire toutes les questions elle-même, elle commence à douter de sa vitesse et recourt à la triche en utilisant son cristal magique pour communiquer avec un Intello qui se cache dans une tour d'horloge avec une calculatrice. Elle commence à lui dicter les questions et il commence aussitôt à lui donner toutes les réponses. Kayana scanne de nouveau toute la zone et heureusement, cette fois, elle parvient à repérer l'Intello au loin. Elle quitte l'arène aux côtés de Kizuna et Zem et se dirige vers la tour de Gay pour appréhender le magicien Intello. Léon semble remarquer que quelque chose ne va pas et essaie d'avertir Claudine, mais il en est incapable car Nick continue de le presser en utilisant une série d'attaques. Pendant ce temps, Tiana et les autres atteignent la tour et capturent l'Intello, ce qui frustre Claudine, et elle perd son sang-froid. Soudain, Tiana entre dans l'arène aux côtés de l'Intello ligoté, qui sourit simplement, tandis que Tiana leur montre un cristal magique. La vieille dame réalise aussitôt ce qui se passe et disqualifie l'équipe du tigre, appelant les gardes pour les emmener. Nick et le groupe se rendent ensuite à la taverne pour dîner et célébrer leur victoire. Cette nuit-là, comme ils ont aussi gagné de l'argent supplémentaire, Tiana décide d'aller au casino. Pendant ce temps, Kazuna a entendu parler de la glace spéciale vendue uniquement dans ce casino particulier, alors Nick est forcé de le garder. Ils entrent dans le casino, et Kazuna fait la queue pour sa glace, tandis que Tiana s'assied à une table, commençant à jouer avec 4 autres participants. Elle commence à gagner d'énormes sommes d'argent, tandis que Kazuma est déçu car la glace est finie avant qu'il ne puisse la goûter, et il dit à Nick qu'il préférerait partir maintenant, mais Nick lui dit de regarder comment les gens jouent un peu. Pendant ce temps, Tiana escroque un type minable qui dépense l'argent pour une riche fille aux cheveux bleus derrière lui. Soudain, il y a un énorme vacarme, et les gens commencent à courir de tous les côtés alors qu'un monstre tigre géant apparaît à l'intérieur du casino et commence à semer le chaos partout. Il repousse tous les gardes et finit par coincer Tiana, lui demandant où est Nick. Elle réalise soudain que cet énorme monstre est Léon, avec qui ils avaient eu une bataille la veille.
Il s'avère qu'après avoir été capturé, Léon a été submergé par sa haine envers Nick et a fini par utiliser une épée spéciale similaire à celle de Kazuna, et s'est échappé de prison. L'épée l'a fait évoluer en monstre, et il a commencé à suivre l'odeur de Nick, atteignant le casino. Il dit à Tiana de révéler l'emplacement de Nick, mais elle répond qu'elle ne sait pas où il est. Même quand il la menace, elle se met simplement à fumer, ce qui laisse l'homme-tigre confus. Soudain, elle utilise le briquet infusé de magie pour projeter le monstre au loin et commence à courir avec une femme aux cheveux bleus qui était également coincée avec elle. L'homme-tigre se soigne rapidement et leur lance un banc, ce qui bloque leur chemin et les envoie voler. Il commence à marcher vers elle, tandis que Tiana dit au petit ami de la fille aux cheveux bleus de l'emmener. Le monstre s'approche d'elle et saisit son épée, prêt à la tuer. Mais Nick arrive juste à temps et bloque son attaque avec sa propre épée d'énergie. Le tigre devient encore plus fou en le voyant et commence à le maudire avant d'extraire encore plus de pouvoir obscur de son épée et de se transformer en un monstre encore plus grand. Le monstre essaie de frapper Nick, mais il esquive élégamment avant que Tiana ne lui dise de fusionner avec elle afin qu'il puisse y mettre fin. Il recule et utilise le pouvoir de Kizuna pour fusionner en une magnifique chevalière avec une armure incroyable et la capacité de voler. Tiana utilise une capacité de mur de glace, mais Léon devient incontrôlable et traverse le mur avant de s'égarer à l'intérieur du casino, brisant tout sur son passage et projetant les gens. Tiana utilise un bouclier de prisme de glace qui le capture à l'intérieur et commence à le transpercer de stalactites, mais il parvient également à s'échapper du bouclier. Finalement, il est mis au repos lorsque Tiana utilise les cartes du casino qui ont une propriété anti-magie, scellant ainsi l'effet de l'épée spéciale de Léon. Le gros chat redevient normal et s'endort après avoir perdu son pouvoir. Et Tiana scelle l'épée dans une prison de glace afin qu'elle ne puisse plus jamais être utilisée. Léon est de nouveau emmené en prison, où Nick lui rend visite quelques jours plus tard. Et ils semblent tous deux faire la paix et oublier leur inimitié avant que Nick ne lui dise de sortir bientôt de prison pour qu'ils puissent aller prendre un verre. Peu après, Nick court dans le cadre de son programme d'entraînement matinal quand il entend une voix lui disant de faire de son mieux. Il est surpris car la voix est exactement comme celle d'Agathe, son idole, et il la rejette pensant qu'il imagine des choses. Cependant, c'est en fait la vraie Agathe qui court derrière lui et l'encourage. Elle dit qu'elle vit dans le cœur de ses plus fervents admirateurs, et Nick a enfin atteint ce niveau. Elle lui dit de faire une pause maintenant, car il doit être fatigué, et Nick décide d'obéir. Mais juste au moment où il se retourne et voit Agathe là, il panique. Plus tard, il s'assoit sur le banc où Agathe vérifie les progrès de Nick et réalise qu'il a enfin un but et n'est plus comme le chien errant qu'elle a rencontré pour la première fois. Elle affirme qu'elle est vraiment heureuse pour lui, mais elle continue ensuite de se laisser distraire. Agathe rassemble ses pensées, puis dit à Nick que le jour où elle lui a donné le billet, elle était confuse quant à savoir si elle avait fait la bonne chose. Même après qu'il soit apparu à son spectacle, elle n'a pas surmonté cette confusion. Elle craignait qu'en donnant un billet à Nick, elle ne l'ait transformé en un fan désespéré qui ruinerait sa vie en essayant d'acheter ses produits dérivés. Chaque fois qu'elle le voyait dans les gradins, cette culpabilité s'approfondissait. C'est pourquoi le voir mener une bonne vie la rend heureuse maintenant. Après avoir entendu tout cela, Nick dit à Agathe que s'il n'était pas devenu un fan d'idole, sa vie aurait été radicalement différente, et peut-être. Il affirme qu'il est reconnaissant qu'Agathe l'ait tiré de l'obscurité, et qu'elle est une véritable idole grâce à cela. Elle répond que sa réponse l'a fait se sentir bien, mais qu'elle est toujours mélancolique à propos de quelque chose. Nick sait que quelque chose tracasse son idole préférée, car elle a soudainement annulé tous ses spectacles et apparitions publiques. Il y a une histoire profonde derrière son état actuel. Le vrai nom d'Agathe est Belle, et elle était autrefois une chanteuse dans le restaurant de son petit ami où personne ne venait. C'est pourquoi personne n'a jamais entendu parler de sa chanson, et elle ne savait plus où elle en était dans sa vie. Un soir, un homme riche et chauve applaudit sa chanson et commença à lui prodiguer des conseils non sollicités. L'homme lui révéla qu'il était producteur et lui demanda si elle souhaitait devenir une idole. Agathe était trop stupéfaite pour répliquer, puis son petit ami, Donnie, surgit pour affronter Baldi. Il essaya de paraître ferme, mais dès qu'il entendit que les idoles pouvaient amasser beaucoup d'argent, il changea vite d'avis et livra Agathe à cet homme. Elles hésitaient, mais Donnie s'auto-proclama son manager, et Baldi leur offrit alors un billet pour un concert d'idoles, afin qu'ils puissent en apprendre davantage. Quand Agathe se rendit au concert, elle était bien trop timide pour même oser croiser le regard des autres jeunes filles, qui, elles aussi, étaient en train d'être repérées. Mais dès que les idoles apparurent sur scène et commencèrent leur performance, Agathe fut complètement subjuguée. Son cœur fut envahi par une forte ambition à cet instant, car elle désirait ardemment être comme ses idoles. Elle voulait que les gens écoutent et apprécient ses chansons, et c'est ainsi qu'elle décida de devenir une idole. Les autres jeunes filles étaient identiques, et elles adoptèrent toutes des noms de scène, tandis qu'elles s'entraînaient pour former un groupe d'idoles. Tandis qu'Agathe trouvait succès et épanouissement dans son nouveau métier, sa relation avec Donnie se dégradait. Il commença à lui réclamer de l'argent, car son restaurant périclitait, et elle ne pouvait absolument pas le lui refuser. Elle apprit rapidement qu'il dilapidait l'argent qu'il lui avait emprunté en le dépensant au jeu, ce qui la laissa profondément perturbée. Ce changement radical dans son attitude força Agathe à réfléchir à la manière dont leur aventure avait commencé. Donnie voulait simplement ouvrir un restaurant où chacun pourrait manger en toute tranquillité, et où il y aurait toujours une scène pour qu'Agathe puisse chanter et divertir les convives.
Elle observa longuement le restaurant, songeant à quel point les temps avaient évolué. Et ce même jour, elle rencontra Nick. Elle vit son ex-petite amie le quitter et ressentit de la pitié pour le jeune homme. Peu après, il se mit à pleuvoir. Et tandis que Nick retournait chez lui, Agathe le suivit discrètement. Elle l'aborda près de la fontaine et entama une conversation anodine qui allait bouleverser sa vie. Peu de temps après, Donnie annonça à Agathe qu'il l'emmènerait avec lui au casino afin qu'elle puisse le voir gagner de grosses sommes d'argent de ses propres yeux. Pour une raison étrange, ces paroles résonnèrent comme une rupture pour Agathe, mais elle suivit néanmoins Donnie. Ce fut ce jour-là qu'elle rencontra Tiana au casino et eut le sentiment qu'elle était la déesse du jeu. Agathe vit Tiana balayer la table et remporter absolument toutes les mises, mais elle sentit que le regard de Tiana était constamment posé sur elle. Elle comprit que Tiana ne cherchait à détruire personne d'autre qu'elle-même. Alors, après lui avoir pris tout son argent, elle lui adressa un sourire narquois, puis s'évanouit dans un nuage de fumée. Après cela, Agathe aperçut la version fusionnée de Nick et Tiana, mais elle ne put identifier que Tiana. Elle la vit vaincre le chaton surdimensionné avec son épée magique et en fut complètement émerveillée. Agathe fut tellement impressionnée par cette magnifique paladine qu'elle la considéra dès lors comme sa plus grande source d'inspiration. Le jour suivant, le producteur chauve prit en charge toutes les dettes de Donnie et lui intima de se concentrer sur la cuisine, sans la moindre distraction. Cependant, il lui ordonna également de mettre un terme définitif à sa relation avec leur idole, et ce n'était absolument pas une simple suggestion. Donnie tenta de la supplier de reconsidérer la situation, mais Agathe lui expliqua que le rêve qu'il nourrissait d'ouvrir un restaurant était innocent et plein de joie. Elle déclara qu'elle souhaitait faire partie intégrante de ce rêve, aveuglée par l'appât et qu'elle était même prête à renoncer à sa carrière d'idole ne ferait probablement qu'empirer s'il restait trop longtemps à ses côtés, et qu'ils devaient impérativement se séparer. Donnie se contenta de rire, acceptant ainsi son destin et la rupture. Cependant, il rétorqua à Agathe que c'était elle qui y perdait, et jura qu'un jour, il lui prouverait sa valeur en devenant bien plus prospère qu'elle. Donnie commença à s'éloigner, et Agathe l'approcha une ultime fois pour lui remettre les cartes de reine qu'elle avait ramassées le jour où elle avait rencontré Tiana. Elle le tendit à Donnie, lui assurant que la magnifique déesse du jeu le protégerait. Il le lui arracha des mains, qualifiant cette idée de pure folie, puis quitta la pièce en lui disant adieu. Ce fut la fin de leur histoire de rupture, et Agathe vit bientôt Donnie repartir de zéro, mais tous deux décidèrent de ne plus jamais interagir l'un avec l'autre. Avançons rapidement jusqu'à aujourd'hui, Agathe est de retour avec un spectacle en solo. Nick est présent parmi le public comme on pouvait s'y attendre, et très vite, Agathe monte sur scène. Elle s'excuse auprès de ses fans pour avoir pris une pause inattendue, et leur révèle que, durant cette période, elle a fait la rencontre d'une déesse. Agathe évoque l'incident du casino où une magnifique chevalière a vaincu le monstre tigre, et Nick panique en réalisant qu'elle était présente ce jour-là. Agathe déclare que cette belle et légendaire paladine lui a insufflé espoir et inspiration, et qu'elle a composé une nouvelle chanson en pensant à elle. Elle commence à interpréter la chanson avec ses coéquipiers qui jouent les rôles de soutien. Agathe jure à la légendaire paladine qu'elle deviendra une véritable idole capable d'apporter de l'espoir dans la vie de tous ses fans. Le lendemain, alors que Nick savoure une boisson après sa séance d'exercice au parc, il entend soudainement la voix d'Agathe. Elle prétend être sa voix intérieure et continue de le taquiner tout en se dissimulant derrière un buisson. Nick lui demande soudainement si elle va mieux à présent, car elle semblait plutôt abattue la dernière fois qu'ils s'étaient vus. Agathe lui répond que bien sûr elle se sent parfois morose, car elle est elle aussi un être humain. Elle évoque la manière dont les gens sont constamment assaillis par les soucis, quand soudain, elle aperçoit un chiot errant, juste devant elle. Elle lui fait signe de s'approcher et commence à jouer avec lui. Nick réagit alors à sa déclaration et affirme que chaque fois que les gens parviennent à résoudre ce qui les tracasse, ils font un pas en avant, et c'est la meilleure chose que l'on puisse accomplir. Quelques jours plus tard, Kizuna s'enthousiasme à propos d'un article de magazine qui évoque le mystérieux homme qui marche. Il raconte avec une grande excitation à ses amis l'histoire de cet homme, qui serait un kidnappeur doté de pouvoirs fantomatiques que personne ne peut arrêter. Kuran déclare qu'il devrait absolument vaincre un kidnappeur aussi maléfique, mais Nick lui dit de ne pas s'en préoccuper, car l'homme qui marche n'est qu'une simple légende urbaine. Kizuna s'irrite de cette remarque et se précipite pour montrer à Nick les témoignages des témoins, mais Nick les écarte d'un revers de main et lui demande de ne pas croire tout ce qu'il lit dans un magazine à potins de 3e ordre. Malgré cela, Kizuna continue de s'épancher bruyamment sur l'homme qui marche, et une jeune femme aux cheveux verts, d'apparence intello, l'entend alors qu'elle passe par là. Elle dépose sa carte sur la fenêtre en se présentant comme Olivia. C'est l'une des rédactrices en chef du magazine que Kizuna tient entre ses mains. Il lui confie qu'il est un grand admirateur de son travail, puis Olivia fait irruption, annonçant à tout le monde qu'elle n'est pas seulement une écrivaine, mais également une aventurière. Elle bondit partout et exécute quelques mouvements de gymnastique plutôt maladroits pour démontrer à quel point elle est formidable. Elle trébuche et bouscule Kuran, puis reprend son chemin. Plus tard cette nuit-là, alors que Zem rentre de sa visite habituelle au quartier des plaisirs, il aperçoit une jeune fille marchant devant lui dans les rues obscures. Soudain, elle est aspirée dans les murs de la rue et disparaît, et Zem perd la moitié de sa gueule de bois. D'un autre côté, Nick avait emmené Kizuna avec lui à un concert d'idoles en direct. Ils rentrent chez eux, bavardant sur la façon dont Agathe est géniale, quand Kizuna ressent soudainement que Zem est en grand danger. Il se précipite à son emplacement et découvre un fantôme invisible qui tente de lui faire du mal. Nick panique car il réalise que l'histoire de l'homme qui marche est finalement vraie. Cependant, Kizuna semble avoir percé le secret de son invisibilité. Il lance une épée sur l'homme qui marche, mais celle-ci ne fait que rebondir. L'homme qui marche est stupéfait qu'il puisse le voir.
Kizuna crée ses clones d'ombre pour l'attaquer, mais l'homme qui marche bondit et l'attaque avec une chaîne en acier, détruisant les clones et prenant la fuite. Kizuna le maudit, puis il se dirige vers Zem, qui retenait la jeune fille que l'homme qui marche tentait d'enlever. Il l'emmène à l'établissement de Zem, où la patronne prend soin de la jeune fille, dont le nom est Reina. Il lui demande si elle sait quoi que ce soit à propos de cet incident, et elle répond que l'homme qui marche a une vendetta personnelle contre elle. Elle pense que personne ne la croira simplement parce qu'elle n'est qu'une enfant. Mais Nick l'assure qu'il la croit. Reina révèle que sa mère avait l'habitude de quitter la maison la nuit pour combattre l'homme qui marche, mais qu'elle est maintenant portée disparue et hospitalisée. Elle raconte que sa mère savait que l'homme qui marche enlevait les enfants, mais personne ne la croyait. Zem affirme qu'il croit à l'histoire de Reina, car ils ont vu le mystérieux kidnappeur de leurs propres yeux. Il salue même l'acte de bravoure de la mère de Reina, qui a tenté de combattre l'homme qui marche en solitaire. Ces paroles touchent Reina, et elle se lève brusquement, demandant à Zem de l'accepter comme disciple. Elle prétend que sa bravoure, lorsqu'il a tenté de la sauver plus tôt, l'a profondément émue, et elle se dirige vers lui, mais Nick l'intercepte. Il est sur le point de dévoiler le passé de Zem, comment il a été trahi par une jeune femme qui cherchait à se rapprocher de lui autrefois, mais Zem l'interrompt. Il dit à Reina qu'à 15 ans, elle est bien trop jeune pour être sa disciple. Reina lui demande alors comment elle devrait s'entraîner d'ici là, et Zem lui répond de bien se reposer ici, et de rentrer chez elle le lendemain matin. Pour commencer. Il lui dit également de ne plus jamais faire quoi que ce soit de dangereux, et elle accepte avec joie. Elle est sur le point de se précipiter à nouveau vers Zem, mais Nick et la patronne l'arrêtent une fois de plus. Soudain, Kizuna pousse un grand soupir de dépit, car l'homme qui marche, pour lequel il était si enthousiaste, s'est avéré n'être qu'un vulgaire kidnappeur. Il est bien décidé à découvrir son identité et à le détruire de fond en comble pour avoir trahi toutes ses attentes. Conformément au désir de Kizuna, toute l'équipe se rend dans une guilde de chasseurs de primes, au style Far West. Il s'approche donc de la réceptionniste et lui demande des informations sur l'homme qui marche, mais elle est bien trop occupée à se vernir les ongles pour leur accorder la moindre attention. Elle n'a vu Nick qu'une seule fois auparavant et lui explique qu'il ne divulgue pas d'informations sur les primes de haut rang à des aventuriers qui n'ont encore rien accompli. Cependant, Tiana et les autres déforment ses propos pour faire croire que l'homme qui marche a une prime très élevée sur sa tête, et la réceptionniste est contrainte de partager les informations. Elle leur remet l'avis de recherche d'un homme nommé Hale Hardy, qui a une prime de niveau intermédiaire sur sa tête pour leur toute première mission. Elle déclare à voix haute que l'équipe des survivants ne devrait avoir absolument aucun problème à s'occuper d'un individu de ce genre, et ces paroles attirent l'attention de toutes les personnes présentes. Tout le monde connaît le nom des survivants, mais certains sont jaloux, en particulier un homme à la peau sombre, portant une queue de cheval et un cache-œil. Il affirme que la chasse aux primes n'est pas une tâche pour des amateurs comme eux, mais Tiana n'a absolument pas l'intention de laisser quiconque les rabaisser. Elle déclare qu'ils trouveront ce fameux Hale Hardy, et le ramèneront ici, et Monsieur Queue de Cheval parie qu'ils n'y parviendront pas. Il n'aurait vraiment pas dû prononcer le mot pari, car en entendant cela, Tiana déposa une grosse et lourde bourse de pièces sur la table en guise de mise. Elle demande à Queue de Cheval de s'aligner, et il devient visiblement nerveux. Tiana invite toutes les personnes présentes dans la guilde à gagner de l'argent pour parier sur cette opportunité, et toute la guilde se transforme alors en une immense fête du jeu, où les gens misent de l'argent de leur loyer jusqu'à leurs économies de toute une vie sur ce petit défi. Bientôt, Nick et son équipe atteignent la partie la plus sordide des bidonvilles, là où même les chevaliers n'osent pas s'aventurer. Le chef des bidonvilles vient à leur rencontre et leur demande la raison de leur visite. Nick lui explique qu'ils sont là pour une chasse aux primes et lui propose de l'argent en échange d'informations. Le vieil homme refuse de lui révéler quoi que ce soit concernant sa cible, mais Nick souhaite savoir si quelque chose d'étrange se produit dans cette zone ces derniers temps. Le chef des bidonvilles divague alors sur la naissance de quelques chiots et d'autres sujets sans importance, si bien que l'équipe décide de chercher sa cible par ses propres moyens. Cependant, au moment de leur départ, le chef des bidonvilles leur donne un unique conseil. Il leur demande de se tenir absolument à l'écart de la personne nommée Nalgava lorsqu'il est en plein travail. Il ne leur en dit pas beaucoup plus sur Nalgava, mais insiste sur le fait qu'il s'agit de quelqu'un de très important. Il s'enfonce davantage dans le bidonville, et l'odeur nauséabonde commence sérieusement à incommoder Kuran. Bientôt, ils se retrouvent nez à nez avec des voyous qui tentent de leur extorquer un droit de passage. Mais Kuran et Kizuna s'en débarrassent rapidement, tandis que Nick attrape leur chef et l'interroge sur Hale. Le voyou lui indique l'emplacement, puis lui demande de payer au moins pour cette information. Tout le monde l'ignore purement et simplement, mais Zem se montre un peu trop familier avec le type, lui annonçant qu'il va bientôt mourir. Il tente de le diagnostiquer et lui demande « Qu'est-ce qui ne va pas avec ton corps ?» Et après une légère résistance, le voyou avoue qu'il n'a pas réussi à dormir depuis un certain temps. Il pique une colère, affirmant que des étrangers comme eux n'ont aucun droit d'interférer dans sa vie alors qu'ils n'y comprennent absolument rien. Mais Kuran lui assure qu'ils comprennent, eux. Zem tend alors au voyou une petite bourse de médicaments capable de le calmer et lui explique que c'est le paiement pour les informations qu'il a fournies. Pour remercier Zem de ce remède, le voyou le prévient également que Hale est un coureur très rapide et qu'il s'échappera s'il les voit arriver. Il pénètre rapidement dans la zone où se trouve Hale et Zem ressent de la peine pour les gens qui sont contraints de vivre dans ce misérable trou à rats. Kizuna aperçoit Hale, qui est en pleine intimité avec sa petite amie. Nick défonce la porte, ce qui effraie Hale et sa compagne. Alors que Nick déclare qu'ils sont venus pour récupérer sa prime, la jeune femme s'enfuit, et Hale tente de distraire tout le monde tout en essayant de s'échapper par la fenêtre. Malheureusement pour lui, Kizuna est déjà sur place pour lui couper toute voie de fuite. Hale est ligoté et emmené, mais à cet instant précis, un prêtre arrive et interpelle Nick et son groupe. Il leur demande où ils conduisent son patient, et Hale appelle cet homme le docteur Nel Gava.
Le prêtre à l'allure sévère tente d'avertir les aventuriers que personne n'a le droit de s'immiscer dans les affaires de ses patients, mais Nick lui répond qu'ils sont là pour récupérer la prime sur la tête de Hale, qui a commis pratiquement tous les crimes imaginables, à l'exception du meurtre. Nalgava traite Hale d'insensé pour avoir gaspillé sa vie en s'adonnant au péché, et affirme qu'il ne peut guérir que les maladies et non la culpabilité. Il dit à Nick qu'il ne l'empêchera pas d'emmener Hale. Il ajoute que Hale souffre d'une grave maladie appelée la maladie du démon jaune, et qu'il souhaite simplement le soigner une dernière fois avant qu'il ne soit emmené. Nick fait remarquer au vieil homme que son patient risque d'être exécuté et que son traitement pourrait être vain. Mais Zem lui assure qu'il se trompe. Il explique comment les prêtres devraient s'efforcer de sauver quiconque ils le peuvent, et Naldava lui demande alors s'il est lui aussi un prêtre. Zem le corrige, précisant qu'ils sont tous deux d'anciens prêtres. Il demande ensuite à Nalgava la raison de sa présence dans un tel endroit, car un prêtre capable de traiter la maladie du démon jaune doit être extrêmement compétent. L'homme ne lui fournit pas de réponse explicite. Soudain, Kizuna demande au prêtre chauve s'il a entendu parler de l'homme qui marche, celui qui enlève des gens la nuit, et il répond par la négative. Hale se moque de cela, affirmant que cet endroit regorge de kidnappeurs, alors qui se soucierait d'une seule personne de plus. Cependant, alors que Nalgava lui intime d'être coopératif, il leur parle d'une journaliste qui vient très souvent ici et offre des bonbons aux enfants pour les faire parler. Après cela, Nick et son équipe conduisent Hale à la guilde des chasseurs de primes, et la réceptionniste est très impressionnée qu'il l'ait retrouvé en une seule journée. Tiana se dirige ensuite vers Monsieur Queue de Cheval et s'empare de tout l'argent qui a été collecté grâce au pari. Il tente de lui expliquer qu'une partie de cette somme Tiana demande à la réceptionniste d'acheter autant d'alcool que possible avec cet argent et d'offrir une tournée générale à toute la guilde. Tout le monde se réjouit et crie que Tiana sait vraiment comment faire la fête, et même Queue de Cheval réalise qu'il a perdu sur absolument tous les fronts. Le lendemain, la réceptionniste, encore un peu mal en point à cause de la gueule de bois, leur remet leur récompense pour la capture de Hale, ainsi que des informations sur l'homme qui marche. Il y a de nombreux détails vagues et dénués de sens. Et même la réceptionniste leur conseille de trouver de vraies personnes qui réparent les gouttières des gens de fantômes et leur dit de veiller tard. Explique qu'ils sont en réalité à la recherche du kidnappeur qui se fait passer pour l'homme qui marche. La réceptionniste ne connaît pas de kidnappeur, mais elle connaît une personne qui offre des bonbons aux enfants pour les faire parler, et elle se trouve justement ici, dans la guilde. Nick s'avère que c'est la même écrivaine, Olivia, remarquer qu'il n'a pas pu voir le visage plus tôt, mais est en train de discuter avec Reina à cet instant. Kuran répond que plus tôt, quand Olivia est tombée sur elle, elle l'a trouvée anormalement lourde et qu'elle aurait très bien pu enrouler les chaînes autour d'elle. Tandis que Nick en rit, il ordonne rapidement à Kuran et Kizuna de bloquer toutes les sorties car il soupçonne désormais Olivia. Il l'approche et lui demande ce qu'elle fait après avoir distribué des bonbons aux enfants. Olivia feint la confusion, tandis que Zem emmène discrètement la patronne et Reina à l'écart. Nick demande ensuite à Olivia si son métier de journaliste l'oblige à beaucoup voyager, et elle confirme. Il lui demande si son travail implique de sauter de toit en toit, et elle feint l'ignorance. Il lui demande alors directement où elle se trouvait il y a 2 nuits, et Olivia se comporte comme une sotte en lui donnant des réponses plutôt stupides. Mais quand Nick lui demande pourquoi elle enlève les enfants et quelle est sa véritable identité, elle réalise qu'elle est complètement encerclée. Soudain, elle donne un coup de pied à la table et la brise en deux. Avant même que Nick ne puisse réagir, Olivia se retrouve sur le toit et elle y déchire un trou pour s'échapper, tandis que les 2 morceaux de la table retombent parfaitement à leur place initiale. Plus tard, tout le monde se retrouve dans l'établissement préféré de Zem, où ils discutent de l'étrange découverte qu'Olivia était elle-même l'homme qui marche. Ils évoquent à quel point elle était rapide, et ses mouvements étaient absolument uniques, différents de tout ce qu'ils avaient pu observer auparavant. Kizuna est étrangement irritée car Olivia écrivait des articles sur elle-même en tant qu'homme qui marche, et il n'apprécie pas du tout qu'elle tente d'être la version maléfique de Peter Parker à cette époque. Juste à ce moment-là, la patronne leur annonce qu'ils ont un invité très spécial aujourd'hui, une maman musclée qui est en réalité la mère de Reina, entre dans la pièce, s'aidant d'une canne pour marcher, et Reina se précipite immédiatement vers elle. Nick connaît également cette femme, nommée Ada, car elle a été membre d'un groupe de rang A pendant de très nombreuses années. Ada devient nostalgique tandis que Nick évoque ses jours d'aventure, puis elle fait remarquer qu'elle est même partie à l'aventure avec un certain Fifs, que Kuran idolâtre. Ada remercie ensuite les survivants d'avoir pris si grand soin de sa fille, et leur assure qu'elle ne fera rien d'imprudent sous sa surveillance. Tout le monde acquiesce, et Reina tente d'interpeller Zem, l'appelant « maître ». Ada est surprise d'entendre cela, mais Zem reste inébranlable dans ses propos. Il explique clairement à Reina que chaque fois qu'il voit des jeunes filles de son âge, il est terrifié, car il y a bien longtemps, une certaine jeune femme l'a trompé, et il a passé de longs mois en prison à cause d'elle. Après sa sortie de prison, il a développé une véritable phobie des jeunes filles. Il ne pouvait pas leur parler, et avait parfois des difficultés à respirer correctement. Et il en souffre encore un peu, même aujourd'hui. Reina lui rappelle qu'il l'a protégé cette nuit-là, et Zem répond que toute personne sensée aurait agi de la même manière dans une telle situation. Cependant, il avoue que lorsqu'il a sauvé Reina, il a ressenti un espoir profond de pouvoir enfin surmonter cette malédiction qui le tourmentait depuis si longtemps. C'est pourquoi il souhaite que Reina attende 15 années. Ada interprète mal ses propos et déclare à Zem qu'elle ne laissera jamais sa fille l'épouser. Reina intervient pour dissiper le malentendu et lui explique que Zem n'est que son maître, car elle sera bien plus prudente lorsqu'il s'agira de choisir un petit ami.
Tout le monde rit du fait que Zem ait été rejeté. Et après quelques plaisanteries amicales, Ada comprend enfin toute la situation. Elle remercie une fois de plus tout le monde d'avoir sauvé sa fille, puis leur demande d'abandonner la traque de l'homme qui marche. Elle leur explique que l'homme qui marche, qui est très probablement la journaliste, est bien trop puissant pour eux. Et Nick acquiesce. Malgré cela, il ne va pas la laisser kidnapper des gens à sa guise. Il dit à Ada qu'elle n'a aucun droit de les arrêter car ils peuvent cibler quiconque à une prime sur sa tête. Ada le sait aussi. Et en fait, c'est elle qui a lancé l'idée d'une prime sur l'homme sauteur pour attirer les aventuriers à la combattre. Elle prévoit maintenant d'abandonner la chasse à Olivia et pense qu'il devrait laisser cela aux chevaliers. Cependant, Nick s'incline devant elle, lui demandant de leur dire comment ils peuvent devenir assez forts pour vaincre le ravisseur. Ada fait d'abord boire à tout le monde une soupe de champignons gastronomique, qui est assez délicieuse, mais Nick n'en comprend pas le but. Ada lui dit qu'elle a utilisé des champignons magiques pour cette soupe qui révélera leur potentiel magique caché. Elle sait que combattre un homme sauteur exigera beaucoup de mouvements agiles, tant en course qu'en attaque. C'est pourquoi elle croit que bien utiliser leur magie est la clé de la victoire. Nick répond qu'il n'est pas confiant avec la magie, et Teyana dit qu'elle ne peut pas lancer de sort au corps à corps. Zem dit la même chose qu'elle. Kermine dit qu'elle peut essayer, mais qu'elle n'est pas douée pour les choses complexes qui demandent de la réflexion. Ada les taquine, disant que les survivants abandonnent assez vite. Elle tend ensuite un briquet magique à Kuran, lui demandant de chanter le mot-clé « brûler » en y faisant passer sa magie. Kuran essaie de le faire, mais elle ne peut pas se concentrer et abandonne. Ensuite, Ada donne le briquet à Nick, qui n'est pas sûr de pouvoir y arriver. Cependant, il réussit à produire un petit feu à son premier essai, et ses amis sont impressionnés. Lui-même est surpris, mais dit que ce petit feu ne les aidera pas à gagner contre l'homme sauteur. Ada lui dit qu'elle testait juste son potentiel magique et ne lui disait pas d'utiliser la magie du feu. Elle libère ensuite une énorme flamme avec le briquet et dit à Nick que s'il pratique beaucoup, il pourra aussi faire cela. Peu après, l'entraînement commence. Nick marche sur un fil de fer alors qu'Ada lui explique que l'homme sauteur utilise 2 sorts d'amélioration principaux, corps léger et corps lourd. Puisque Nick sera au corps à corps, elle veut l'entraîner avec un corps léger et lui demande de sauter 10 fois sur la corde. Nick pense que ce serait un travail facile, alors il commence à sauter. Il atterrit sur la corde à chaque fois sans aucune erreur, et tout le monde pense qu'il y arrivera facilement. Cependant, il trébuche au 9e saut et tombe lourdement au sol. Bientôt, une nuit, une jeune fille rentre chez elle après avoir acheté du pain, quand soudain, l'homme sauteur arrive et l'emporte. Heureusement, Kazuna arrive et repousse l'homme sauteur d'un coup de pied, tandis que Kuran rattrape la jeune fille en toute sécurité. Le reste de l'équipe encercle l'homme sauteur et lui dit que son jeu est terminé. Cependant, Nick veut toujours confirmer si Olivia est vraiment derrière le déguisement de l'homme sauteur, mais il n'obtient aucune réponse. Au lieu de cela, l'homme sauteur s'enfuit. Kazuna pense que puisque l'homme sauteur utilise la magie d'attaque, de mouvement et d'illusion en même temps, soit il est très talentueux, soit il utilise une sorte d'outil magique. Tiana leur dit qu'ils connaissent quelqu'un qui est expert en outils magiques, et le lendemain, Nick rend visite à Léon, emprisonné. Après lui avoir offert de délicieux pains à la viande, Nick demande à Léon s'il connaît un outil qui peut aider à dissimuler sa présence. Le tigre devient sérieux en entendant cela et répond qu'il doit parler du joyau du roi des illusions, qui est généralement incorporé dans un autre outil magique pour être utilisé. Nick demande comment il peut le contrer, et Liam lui dit que pour briser l'illusion, il suffit de prononcer le nom de son utilisateur. Cependant, Nick a prononcé le nom d'Olivia, et l'illusion ne s'est pas brisée, ce qui signifie qu'il y a quelqu'un d'autre derrière le déguisement. Le lendemain, Nick est de retour à son entraînement, et cette fois, il réussit un salto avant sur le fil de fer. Ada continue de le pousser, et cela rappelle à Nick qu'il ne s'est pas entraîné aussi dur depuis le tout début. Il se souvient comment son père adoptif Argus lui a appris à manier une lame, et plus important encore, lui a dit que devenir un guerrier est plus que simplement utiliser des armes. Actuellement, Nick peut facilement sauter d'une ligne sans griffe à l'autre, montrant son agilité avant d'atterrir au sol. Ses amis sont également arrivés à ce moment-là. Zam rapporte qu'il a parlé aux personnes dont les maisons fuyaient et avaient des toits endommagés. Mick comprend qu'en faisant cela, ils peuvent déterminer les itinéraires réguliers que l'homme sauteur emprunte, car il saute d'un toit à l'autre. Il examine l'itinéraire qu'ils ont délimité, et cela les ramène au bidonville. Ils demandent au chef des bidonvilles s'il a de nouvelles informations pour eux, et il ne peut rien leur dire à part la mort de 2 chiots. Il ajoute qu'une jeune fille morte des bidonvilles a récemment été emmenée au cimetière commun. Mais personne ne sait rien d'elle, et il ne se souvient même pas de son visage. Alors que le groupe revient des bidonvilles, une épaisse brume les entoure, et Kizuna sent qu'un ennemi les suit. Il avertit ses amis par télépathie, puis soudain, Olivia saute vers eux depuis un arbre voisin. Elle commence à attaquer Nick avec des mouvements de kung-fu, mais il utilise la magie du corps léger et saute par-dessus sa tête pour éviter ses attaques. Voyant cela, Olivia l'accuse d'être l'homme sauteur, et Nick lui dit que c'est elle. Elle l'attaque une fois de plus, et pendant que Nick esquive, la balustrade en fer derrière lui est brisée par le puissant coup de poing d'Olivia.
Kazuna vient se joindre au combat avec ses clones, mais étonnamment, Olivia peut aussi utiliser la magie de clonage, et elle se débarrasse rapidement des clones de Kazuna. Tout le monde est choqué, mais Nick pense aux mots de Léon et lui demande avec assurance si elle est la vraie Olivia. En entendant cela, Olivia recommence à agir comme une folle. Elle dit que même s'il l'a accusée d'être l'homme sauteur, elle ne lui en tiendra pas rigueur. Nick est perplexe maintenant, et il suggère qu'ils en discutent. Olivia leur dit alors qu'elle est une femme sauteuse, mais pas l'homme sauteur, qui kidnappe les gens. Elle dit qu'à l'époque, le nom d'homme sauteur était utilisé pour tous les excentriques qui sautaient en roté sur les toits, mais maintenant quelqu'un en profite. Nick remarque que si elle leur avait dit cela, à la guilde des chasseurs de primes, les choses auraient été beaucoup plus faciles, mais elle ne s'en soucie pas. Elle répare la balustrade déformée avec une force brute, puis Nick l'interroge soudainement sur la compétence de clonage qu'elle a utilisée. Elle essaie de menacer, de dénoncer Kizuna, qui utilise la magie ancienne, et il dit qu'il la dénoncera aussi. Il décide d'en trouver un compromis, et propose de travailler ensemble pour attraper l'homme sauteur. Après cela, ils se rendent à la maison funéraire, où le corps de l'enfant du bidonville est conservé. Ils ouvrent le cercueil et ne trouvent rien d'étrange, mais Olivia demande à tout le monde de décrire les traits du visage de la jeune fille en détail. Personne ne peut le faire, et Olivia explique alors que quelque chose interfère avec leurs sens et leur capacité cognitive ici. Ils décident de retourner la jeune fille, et une petite pierre précieuse rouge tombe de son corps. Sam la ramasse, et Olivia dit que c'est probablement un fragment du joyau du roi des illusions. Tout le monde se demande pourquoi quelqu'un irait jusqu'à cacher l'identité de la jeune fille décédée. Olivia écrase la pierre pour en effacer les effets, et il découvre que la jeune fille a une vieille marque de brûlure sur le bras et un grain de beauté sous le cou. Sam inspecte ses yeux pour constater qu'il montre des symptômes de traitement pour la maladie du démon jaune. Plus tard, il cherche des informations sur la jeune fille et découvre qu'elle était la fille d'un forgeron et qu'elle avait disparu il y a plus d'un mois. Il décide donc de rendre le corps de la jeune fille à ses parents et Zem dit qu'ils pourront la venger après cela. Nick lui demande s'il a découvert l'identité de l'homme sauteur et il affirme, disant qu'ils doivent l'arrêter à tout prix. La nuit suivante, alors que l'homme sauteur se balance dans la ville à l'aide de ses chaînes, Nick l'intercepte en plein air et le met à terre d'un coup de pied. Ils atterrissent tous deux sur le toit d'un bâtiment, et l'homme sauteur dit à Nick que son corps léger est encore sous-développé, mais que ses arts martiaux sont bons. Nick lui demande pourquoi il continue de commettre des crimes selon le même schéma, encore et encore. Il veut savoir si c'est son excès de confiance, ou s'il veut simplement se faire prendre. L'homme sauteur l'attaque, mais Nick l'esquive facilement, puis se précipite pour l'attaquer. Il crie qu'il a compris la raison pour laquelle l'homme sauteur kidnappe des gens et pourquoi leurs corps sont retrouvés dans les bidonvilles. Il continue d'échanger des coups. Et l'homme sauteur dit que Nick n'a pas encore compris la chose la plus importante. Nick lui dit qu'il se trompe et qu'il a toujours été curieux de savoir pourquoi un guérisseur aussi compétent que Nalgava travaillerait et publierait des articles de recherche depuis les bidonvilles. Dès qu'il prononce le nom de Nalgava, la magie d'illusion se défait, et il s'avère que le prêtre à l'air sévère était bien l'homme sauteur. Il félicite Nick pour sa déduction qui répond que le corps retrouvé plus tôt était atteint de la maladie du démon jaune. Nick se demande à voix haute comment une maladie aussi mortelle et infectieuse que la maladie du démon jaune est limitée aux bidonvilles et ne se propage pas à la ville principale. Il dit qu'il doit y avoir un facteur humain derrière cela, et ce sont tous les mots que Zem lui a dit un tas plus tôt. Nick sait que Nalgava kidnappe des gens pour avoir plus de sujets d'expérimentation afin de pouvoir développer un remède efficace contre la maladie du démon jaune. Nalgava dit qu'ils n'ont plus rien à se dire et Nick l'attaque. Il continue de bloquer ses attaques, mais Nick saute alors très haut et lui assène un coup de pied de pleine puissance. Nalgava le bloque tout en avertissant Nick que le toit ne tiendra pas sous ce genre de pression. Mais c'est exactement pourquoi Nick l'a fait. Le toit se fissure et tous deux tombent dans le bâtiment en dessous. Là, Nalgava découvre qu'il est entouré par les membres du groupe de Nick, et même la voie d'évasion sur le toit est coupée. Zem s'avance et demande à Nalgava pourquoi il fait tout cela. Il répond que sa fille est morte de la maladie du démon jaune, et Zem remarque qu'il l'a découvert grâce à ses recherches. Il explique comment la plupart des gens pensent que la maladie du démon jaune n'est qu'une MST, mais un jour, la fille de Nalgava est entrée en contact avec le sang d'un patient, en s'occupant d'eux, et a perdu la vie peu après. Nalgava revit sa colère en entendant cela. Il dit que sa fille voulait juste aider les gens, mais ils ont commencé à répandre de vilaines rumeurs selon lesquelles elle était une fille facile qui avait contracté la maladie en ayant des relations avec des patients. Ils se sont moqués d'elle-même après sa mort, et Nalgava était furieux. C'est pourquoi il a décidé de trouver un remède à la maladie pour venger sa fille, et il ne se soucie pas du nombre de personnes anonymes qui meurent dans le processus. Zam lui demande comment il peut être si cruel et inspirant à la fois. Maintenant, Gava lui dit que chacun a plus d'une personnalité et qu'aucune des deux n'est fausse. Zem s'approche du vieux prêtre et lui parle de la jeune fille qu'ils viennent de trouver dans le cimetière commun. Il dit que lorsqu'il a rendu son corps à ses parents et expliqué la cause de sa mort, tout le monde dans sa localité a pleuré pour elle. Zem dit qu'elle n'était pas une fille anonyme au hasard, car même si Nalgava ne se souciait pas d'elle, il y avait des gens qui s'en souciaient. Nalgava se met à rire et à tousser, disant à Zem que même s'il l'arrête ici, le problème ne disparaîtra pas comme par magie.
Il acquiesce en disant que malgré cela, ils ne peuvent avancer qu'un pas à la fois. Le vieux prêtre se lève, et soudain, Kizuna sent quelqu'un arriver et avertit tout le monde. Soudain, un rayon magique transperce la porte et frappe Nalgava en plein estomac. La porte est défoncée, et un homme en armure démoniaque arrive, disant à Nalgava que son temps est écoulé. Il entre, et Nalgava demande à l'homme pourquoi il est là. L'homme en armure répond qu'il aurait préféré l'aider, mais il en a déjà trop dit, alors il est là pour le faire taire pour de bon. Zem essaie de soigner Nalgava, mais l'homme en armure le repousse, lui demandant de garder sa magie car il va tuer son équipe ensuite. Kermit et Tiyama l'attaquent avec leurs sorts de feu et de glace, mais il les esquive rapidement tous les deux, puis les repousse également. Profitant de cela, Zem soigne Nalgava, qui lui dit qu'il perd son temps. Il dit à Zem qu'il fait la mauvaise chose en se concentrant sur autre chose alors que ses coéquipiers sont en difficulté. Nalgava dit que sa gentillesse n'est pas de la gentillesse mais de l'égoïsme, et que cela va faire tuer tout le monde ici. Zem est sous le choc en entendant cela, puis Nick demande à fusionner avec lui car les autres sont à terre. Il n'arrive pas à se décider, et pendant ce temps, Nick est également frappé par l'homme en armure. Zem panique, réalisant qu'à cause de son indécision, ils ont perdu une autre chance. Il ne comprend pas quoi faire, mais il entend alors un message télépathique d'Olivia qui lui dit qu'elle va lui acheter du temps pendant lequel il devrait se décider. Puis soudain, Olivia apparaît du toit et repousse l'homme en armure. Elle marche vers lui, le traitant de voleur d'outils magiques, d'exécuteur de rituels étranges et de fournisseur d'armes aux adorateurs du dieu démon. Elle connaît l'homme par son nom de code, Masque Blanc, mais il ne sait pas qui diable elle est. Olivia se décrit en détail et Masque Blanc dit que son savoir excessif va la tuer. Il charge vers elle, mais elle arrête son épée à main nue avant de prendre de la vitesse et de l'attaquer par derrière. Avant même que Masque Blanc n'ait le temps de réagir, Olivia lui lance une rafale d'attaque et fissure son masque, mais il continue de se régénérer pendant qu'il parle. Elle a réalisé que le masque est une relique d'une ancienne civilisation et ses attaques ne le traverseront pas. Pendant ce temps, Nick et Zem exécutent enfin un sort d'union et fusionnent l'un avec l'autre. Masque Blanc est choqué de voir de la magie ancienne utilisée ici, et il se demande s'ils utilisent la lame sacrée qui n'a pas été utilisée lors de la dernière guerre. Le Zemnik Yumin sait que Masque Blanc utilise aussi quelque chose de similaire à eux, et il décide de le leur montrer. Il utilise son pouvoir spécial et piège Olivia, qui s'enfuit, dans une sphère rouge. Il la ramène au sol, et Olivia ne peut même pas se relever. Le Masque Blanc explique que la sphère rouge a une gravité, une température et une pression atmosphérique accrues, et qu'un humain normal ne peut pas y survivre longtemps. Elle ne peut que maudire le Masque Blanc en réponse, et Zem veut l'aider, mais Kizuna lui interdit de le faire car il serait également pris dans la sphère rouge. Soudain, le Masque Blanc les attaque, et Zem bloque d'une manière ou d'une autre le coup puissant. Il utilise ensuite sa mobilité supérieure pour blitzer le Masque Blanc, qui a du mal à continuer à se défendre contre les coups rapides. Il est encore plus choqué lorsqu'il découvre que Zem tourne en plein air en créant des points d'appui invisibles. À cause de cela, sa concentration sur la sphère rouge se relâche, et les restrictions sur Olivia aussi. Elle se lève et brise la sphère rouge avec sa magie, puis jette un lourd pot sur Masque Blanc. Il l'esquive d'une manière ou d'une autre, puis charge vers Zem après avoir prédit sa trajectoire. Il réussit à le frapper, mais il s'avère que c'était exactement ce que Zem voulait. Soudain, le Kizuna en forme de croix arrive en volant vers eux et frappe Masque Blanc directement au visage. Tout le monde pense que le jeu est terminé, mais Masque Blanc sort simplement l'arme de son masque qui guérit instantanément. Il admet qu'ils sont plus forts qu'il ne le pensait et qu'il a été en réel danger à l'instant. Alors il s'échappe simplement de l'endroit après avoir provoqué une explosion gigantesque. Le bâtiment est en lambeaux, mais heureusement tout le monde est indemne. Enfin, tout le monde sauf Nalgava, qui est piégé sous les décombres. Zem et Kuran se précipitent pour l'aider, mais Olivia les arrête. Nalgava dit à Zem qu'il est déjà trop tard pour lui, car il est également affecté par la maladie du démon jaune. Il demande à tout le monde de le laisser derrière et de s'enfuir avant que le bâtiment ne s'effondre, mais Zem lui jette quand même un sort anesthésiant avant de partir. Le bâtiment commence à s'effondrer et Nalgava dit qu'il racontera à sa fille au ciel l'histoire de son combat avec les aventuriers, et elle l'adorera sûrement. Zem et les autres doivent s'enfuir alors que le bâtiment s'écroule, et après quelques minutes, ce n'est plus qu'un tas de gravats. Tazam pleure la mort de Nalgava, et Kuran lui dit de ne pas être si triste car, au final, il a sauvé l'âme du vieux prêtre. Il est ému en entendant cela et recommence à pleurer. Avec cela, l'affaire de l'homme sauteur est terminée, mais Olivia dit qu'ils ne peuvent pas encore se détendre. Masque Blanc est toujours en liberté, et il y a des gens encore plus puissants que lui qui le contrôlent. Elle affirme que si ses maîtres lui ont donné la permission d'utiliser des armes interdites, la situation est plus grave qu'il ne le pense. Mettant tout cela de côté, Nick demande à Olivia qui elle est vraiment, car elle est trop forte et trop bien informée pour une journaliste moyenne. Tous les autres lui disent aussi de révéler son identité car ils sont des coéquipiers qui ont combattu ensemble. Olivia se penche vers Kazumina et lui demande s'il est l'épée des liens, et il hoche la tête.
Elle décide alors de tout avouer et dit à tout le monde qu'elle est le programme d'entraînement au combat anti-démon, dieu de classe élémentaire, également connu sous le nom d'épée de guerre. Après la bataille avec Masque Blanc, les survivants retournent dans leur chambre et passent beaucoup de temps à paresser. Ils profitent de ce temps pour se remettre des blessures qu'ils ont reçues et pour mettre de l'ordre dans leurs pensées. Kazuma est dérangé par la façon dont ils agissent simplement parce qu'ils n'ont rien à faire pour le moment. Soudain, Nick se lève de son lit et sort d'un tiroir une épée brisée qui lui rappelle beaucoup de souvenirs. Il était très jeune, Nick se dirigeait vers la cité du labyrinthe avec ses parents quand soudain leur carrosse fut attaqué. Le petit Nick ne pouvait rien comprendre à ce moment-là, mais sa mère ouvrit rapidement un compartiment secret où ils avaient collé caché tout leur argent et y mit Nick à la place. Elle lui dit que maman et papa l'aimaient beaucoup, puis lui ferma la porte. Nick ne comprenait toujours rien alors qu'il entendait le bruit des épées s'entrechoquant et de la chair se déchirant à l'extérieur. Bientôt, l'un des bandits qui les avait attaqués entra dans le carrosse et commença à inspecter le butin. Il remarqua le compartiment secret sous le baril et tenta de l'ouvrir, mais Nick s'était échappé à ce moment-là. Nick a percuté Argus, qui a sorti un poignard en le voyant. Cependant, il l'a utilisé pour tuer le bandit qui s'approchait d'eux. Argus a ensuite serré Nick dans ses bras et s'est excusé, disant qu'il était arrivé trop tard et n'avait pas pu sauver ses amis des bandits. Après cela, Argus a adopté Nick et l'a entraîné à devenir un aventurier. Il l'a également conduit dans la zone de Slime lors de sa première mission, et il n'a cessé de lui dire comment les aventuriers devaient se faire confiance, mais ne pas baisser leur garde. Nick était encore maladroit à l'époque, et Argus riait quand il glissait sur le slime. Bientôt, Argus lui offrit une épée courte après qu'il soit devenu un véritable aventurier, mais cette épée fut brisée lors d'un combat contre un monstre. Nick tient la même épée brisée qui contient tant de souvenirs dans le présent. Il pense au moment où Argus l'a expulsé du groupe et se demande si, s'il avait fait quelque chose différemment, il aurait pu y rester. Il s'endort, pensant au passé, et se réveille quand il commence à pleuvoir plus tard. Nick se lève et s'assied sur son lit, puis entend une voix familière. Il va à la fenêtre et est choqué de trouver Aggie sur la route, fredonnant pour elle-même. Elle est inquiète car il ne semble pas que la pluie va s'arrêter de sitôt. Et puis soudain, Nick abaisse le parapluie qu'elle lui a donné lors de leur première rencontre. Elle le remercie et lui demande ensuite son nom, car elle n'avait jamais pris la peine de le demander auparavant. Nick lui confie qu'il est un chien errant, qui adore les idoles, et elle se contente de sourire. Ils évoquent le fait qu'il pleuvait aussi le jour de leur première rencontre, et Agathe murmure doucement qu'elle a également été sauvée grâce à cette journée. Ils continuent de discuter, et même si la main de Nick commence à fatiguer à tenir le parapluie, Agathe lui dit de le garder jusqu'à ce que la pluie cesse, mais elle ne fait que s'intensifier. Pendant ce temps, Zem se trouve dans les bidonvilles, gérant la clinique de Nalgava après sa mort et interagissant avec ses patients. Il ressent que les habitants du bidonville respectaient vraiment Nalgava, ce qui signifie qu'il était un bon médecin, malgré son côté sombre et maléfique. Zem a le sentiment d'essayer de prendre la place de Nalgava pour faire son deuil. Dans une autre partie de la ville, Teyana se réveille de son sommeil. Elle observe la lune en pensant à quel point la vie lui semble trop ennuyeuse ces derniers temps. Elle se sent détachée de sa vie routinière, mais continue d'aller parier sur les courses de chevaux aquatiques, juste pour maintenir les choses telles qu'elles sont. Même si personne n'est là pour la blesser ou la trahir, et même si elle gagne au jeu de hasard, elle s'ennuie toujours de sa vie. Le lendemain, le groupe est réuni à son endroit habituel, et Kuran est la dernière à arriver. Elle demande nerveusement à tout le monde s'ils vont bien, et ils lui répondent que oui. Kazuna remarque que les chaussures et la robe de Zem sont sales, alors il lui demande s'il travaille toujours dans les bidonvilles. Zem affirme, mais rappelle à Kizuna qu'ils ne sont pas censés s'immiscer dans la vie privée de l'autre. La nuit, alors que Zem est assis dans sa clinique, Kizuna arrive. Il promet qu'il n'est pas là pour s'immiscer, mais simplement pour agir comme son garde du corps, car les bidonvilles peuvent être dangereux. Le lendemain, ils se retrouvent, et Kuran demande à tout le monde s'ils ont mangé. Ils disent avoir mangé quelque chose pour le petit déjeuner, et elle répond qu'elle devrait alors aller manger seule. Tandis qu'elle marche seule, Kuran pense à Kalios et à sa trahison. Elle admet que malgré la trahison, ses jours d'aventure avec lui et les autres étaient amusants. Malgré tout, elle ne peut pas lui pardonner d'avoir volé le joyau du roi dragon. Alors qu'elle y pense, elle tombe sur une débutante qui se fait arnaquer par le même vendeur de pendentifs qui avait tenté de la tromper par le passé. Elle donne une bonne leçon à l'escroc et renvoie la jeune fille sur son chemin quand soudain ses amis arrivent. Elle est confuse de les voir et ils lui révèlent qu'ils sont là pour observer les préparatifs du festival du sommeil estival. Kuran ne se soucie pas des détails du festival, mais puisqu'il y aura de la nourriture, elle est impatiente de la goûter. Elle commence à se demander si sa haine et son désir de vengeance disparaîtront si elle continue à vivre heureusement avec ses amis. Mais elle ne semble pas s'en soucier beaucoup non plus. Juste à ce moment-là, Olivia arrive en courant vers eux, criant à propos d'une grande nouvelle de dernière minute. Elle essaie de faire taire tout le monde avant la grande révélation, et seule Kizuna tombe dans son piège. Tiana lit les nouvelles du magazine, qui annoncent que le légendaire dieu démon des ténèbres est sur le point de ressusciter. Tiana et Nick lui disent de ne pas répandre autant de fausses nouvelles, mais Olivia leur assure avec confiance qu'elle est une source fiable pour cette information. Cette source est le bon vieux « fais-moi confiance mon pote », et personne n'est satisfait de cela. Cependant, Olivia dit qu'elle a des soupçons concernant le marché noir, d'où Masque Blanc a obtenu le joyau du roi des illusions.
Curran lui demande soudainement si le marché noir s'occupe aussi du joyau du roi dragon. Elle exprime sa confusion à ses amis, disant que même si elle s'amuse bien avec eux, elle ne peut toujours pas tourner la page sur son passé. Tiana lui dit qu'il n'y a rien de déroutant et qu'elle devrait poursuivre son passé et l'affronter. Cependant, cette fois, elle n'ira pas seule, car tout le monde l'accompagnera. Zem et Nick sont également d'accord, et Olivia ajoute qu'ils pourront aussi trouver des indices sur Masque Blanc lorsqu'ils seront au marché noir. Elle veut le trouver, puis ses supérieurs, et continuer jusqu'à ce qu'ils atteignent le méchant ultime de ce monde et le vainquent. Kazuna est excité à l'idée de le faire, et Nick pense qu'il a été manipulé par Olivia une fois de plus. Alors que cette fois, tous les autres sont également tombés victimes de la manipulation d'Olivia, et Nick n'a d'autre choix que de se joindre à contre-cœur. Au moment où il lève la main avec eux, le spectacle de feux d'artifice commence derrière eux. Ils se retournent et voient Mora que le festival a déjà commencé, alors ils s'y rendent immédiatement. Nick achète de la barbe à papa et la porte à Léon en prison. Tous les autres assistent également au feu d'artifice, et Kermit suit l'aventurière solitaire dans un restaurant, et la fille chat qu'elle a sauvée plus tôt la suit aussi. Par coïncidence, le restaurant est tenu par Donnie, l'ex d'Agathe. Agathe se produit également au festival, et Nick prend plaisir à l'encourager, tandis que Tiana est de retour au jeu de hasard. Pendant ce temps, Kazuna et Olivia s'assoient ensemble et discutent en tant que deux armes légendaires des artefacts puissants. Il lui demande ce qu'elle pense des survivants en tant qu'épée de guerre qui entraînent les humains à combattre les démons. Olivia dit que ce sont les personnes qui abattront le dieu démon un jour, mais que ce jour est encore trop lointain. Elle dit que leur scepticisme est une bonne chose pour l'instant, mais qu'ils devront se faire davantage confiance à l'avenir, et que c'est à eux de décider quand ils le réaliseront.